Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette nouvelle invitation. Je ne sais plus si c'est la 4e ou la 5e au niveau de l'action française au niveau national. On m'a demandé de dire quelques mots de l'engagement, ce que je vais essayer de faire assez humblement parce que vous n'avez pas forcément choisi la meilleure personne pour ça, étant donné que je ne suis ni royaliste ni même très engagé, même si j'ai pu l'être par le passé. Je pense, avec le temps, avoir pris une certaine distance avec le militantisme, ce qui n'est pas une critique du militantisme, mais plutôt une autocritique de moi-même, c'est-à-dire qu'avec le temps, comme peut-être vous vous en rendrez compte, ou peut-être pas, ce qui serait encore mieux, on a tendance à devenir un petit peu plus individualiste, d'une part avec l'âge, non pas qu'on s'embourgeoise, mais vous verrez avec la vie de famille, des fois les choses se compliquent, tant pour ce qui est de la gestion du temps que de la diplomatie conjugale, on va dire. Et par ailleurs, le statut, pour autant que je sois un intellectuel, c'est comme ça qu'on me présente par défaut, le statut d'intellectuel, des fois, se marie assez mal avec la discipline militante. Et là encore, en disant ça, ce n'est pas une critique du militantisme que je fais, c'est une autocritique d'intellectuel, mais qui est une impasse, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution à ça. Tout homme qui pense par lui-même est forcément un électron libre et du coup devient, malgré lui, un petit peu rétif à l'esprit de corps. À gauche, on aimait bien l'expression, les intellectuels et les artistes aimaient beaucoup l'expression un peu démodée de compagnon de route. Beaucoup de gens, par exemple, tournaient autour du Parti communiste. Je sais pas, Jean Ferrat, par exemple, se disait « j'ai pas ma carte au PCF, mais je suis compagnon de route ». Ce qui, à la fois, faisait bien, puis en même temps, à la fois, n'avait pas les mêmes implications que s'il avait été militant. Le philosophe marxiste Michel Clouscar, qui, lui, était plus qu'un compagnon de route, puisqu'il était membre du parti, disait toujours, pour moi, le compagnon de route, c'est le type qui, quand on est dans un fourgon en train de partir à la mine, il nous dépasse en Ferrari, et puis il ouvre la porte, il fait « Allez les gars, je suis avec vous ». C'est ça le compagnon de route. Donc il y a une certaine facilité. Moi je me prétendrais compagnon de route de rien. Et quand je dis que je ne suis plus militant, c'est avec une grande admiration pour ceux qui le sont, spécialement pour les jeunes qui le deviennent, et aussi pour ceux qui le restent malgré les difficultés de la vie. J'ai occupé certaines fonctions dans des structures militantes chez moi en Suisse, dans un mouvement populiste, dans lequel je me suis rendu compte que lorsqu'on est un cadre local, ce qui est très difficile, c'est qu'on est obligé de tirer l'oreille des plus jeunes quand ils font des bêtises et que, alors combien même on leur donnerait raison, mais les manquements à la discipline doivent être réprimés. Et d'autre part, on se fait soi-même tirer les oreilles par les responsables à un niveau cantonal ou national. C'est une position très inconfortable, surtout quand, en tant que penseur, on n'est pas prêt à faire des concessions sur le fond. C'est ce que disait Bakounine, et c'est pas pour rien qu'il était anarchiste, en disant le problème c'est que pour faire un parti il faut au moins être deux, et à partir de deux déjà les scissions commencent. On dit toujours que c'est un des vices de l'extrême gauche de se scissionner. On dit toujours si vous avez 3 trotskistes dans une ville, vous avez 2 scissions et je ne sais plus quelle était la blague. Bon, vous aussi, vous avez connu un peu l'histoire des scissions, c'est pas propre, ça leur est pas propre uniquement. Alors évidemment, pour parler de l'engagement, je suis obligé un peu de parler de l'engagement en creux, en disant ce qu'il n'est pas, en parlant de l'homme désengagé ou même de l'homme non engagé. J'avais souvent tendance à dire, après avoir été militant, de dire dans les conversations j'ai été militant. Pas forcément comme une carte de visite, mais simplement pour faire part de ce qu'a pu être une partie de la jeunesse. Je suis allé visiter avec l'équipe de rédaction d'Éléments, donc la revue à laquelle je collabore, la Casa Pound à Rome, l'automne dernier, que sans doute certains d'entre vous connaissent, surtout s'il y a peut-être des gens de l'ex-Bastion sociale qui sont là ce soir, je ne sais pas. Et j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu, même si la tradition historique qui est la leur n'est pas du tout la mienne, mais après avoir passé presque une semaine là-bas, avoir rencontré beaucoup de cadres, voir un petit peu ce qui s'est fait, je suis un petit peu gêné maintenant de dire dans une conversation en ville, j'ai été militant. Parce que moi, par quelques coups de matraque et une ou deux gardes à vue, je ne sais pas aller beaucoup plus loin. Alors que le militant de base de la Casa Pound, là encore, avec toutes les réserves qu'on peut éventuellement avoir si on n'est pas de cette famille, c'est quand même des menaces de mort sociale, donc d'exclusion professionnelle, de la prison, parfois des peines lourdes, des risques physiques, même un danger de mort, des attaques parfois à main armée. Et ça, évidemment, quand on doit s'engager comme ça, le sens de l'engagement prend une toute autre
une toute autre dimension. Voilà ce que signifie militer. Je ne veux pas dire qu'il faut aller forcément... Si vous n'avez pas besoin d'en arriver là, tant mieux. Il ne s'agit pas de se mettre en danger inutilement. Mais disons, il y a des degrés dans l'engagement. Ce qui m'a le plus impressionné, pour prendre encore un exemple lié à la Casa Pound, et ça va nous permettre de dessiner le portrait de l'homme engagé, justement, c'est que la maison, donc c'est une grande bâtisse de 6 étages, je crois, qui se trouve au cœur de l'Aquilino, à Rome, est gardée jour et nuit par des vigiles. Il y a même des meurtrières, hein, comme dans un château, mais qui sont complétées par aussi des caméras de sécurité, qui sont des meurtrières modernes. Et il y a des jeunes militants qui sont là toute la nuit. Je ne sais plus si c'est de 22h à 6h du matin. Après, le matin, ils vont se reposer dans les dortoirs collectifs. Et j'ai demandé, mais comment on recrute des jeunes pour faire ça? Est-ce que c'est un bizutage? Est-ce que c'est un rite de passage pour pouvoir accéder à un poste? Est-ce que c'est peut-être même une punition? Et on m'a dit que c'était exactement le contraire, c'est qu'il y avait une attribution des tâches hebdomadaires, je crois, et ceux qui s'étaient le plus illustrés par leurs bonnes actions, comme chez les scouts, mais c'est-à-dire leur engagement pour la cause, ceux-là écopaient de ces gardes de nuit. C'est un petit peu comme si dans l'armée, vous vous êtes montré héroïque, puis on vous dit « Ah, eh bien, bravo soldats, on va vous donner la responsabilité de la corvée de patates ». Alors ça, évidemment, c'est très étonnant et c'est très anti-moderne quand on y pense dans un monde où tout fonctionne à l'utilité, à la récompense. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, pour eux, est d'esprit fasciste, mais en tout cas, je sais que c'est d'esprit romain, mais au sens antique du terme. Il y a quelque chose qui peut rappeler plus tard que Scaevola, Cincinnatus, dans l'engagement total de l'individu à la communauté, à la cause commune. L'homme engagé, je pense que c'est celui justement qui se soulève contre la logique de la carotte et du bâton. La logique de la carotte et du bâton, c'est celle qui nous conditionne à faire les choses ou en vue d'une récompense ou par peur d'une menace. Donc c'est la logique de la crainte et de l'intérêt. Il faut dépasser cette logique de l'intérêt pour être anti-moderne. En disant anti-moderne, ce n'est pas nécessairement réactionnaire, ça peut être aussi révolutionnaire. Sortir du paradigme de la modernité, on peut le sortir par le haut, par le bas, par l'arrière, par l'avant. L'important, c'est de sortir du règne de la quantité, de cette pensée utilitariste. L'exercice mental auquel on peut se prêter est de s'imaginer, par exemple, le soir, avant de se coucher, qu'est-ce que dans la journée nous avons fait sous l'effet de la carotte et du bâton, et qu'est-ce que nous avons fait gratuitement. Évidemment, dans un système qui est quand même coercitif, parce que la société fonctionne de manière coercitive, beaucoup de choses que nous faisons, que ce soit dans le cadre professionnel et que ce soit plus grave dans le cadre de relations sociales, est conditionné par ce désir de récompense ou cette peur du châtiment. Et peut-être que les domaines qui échappent à ça sont ceux de la famille, de l'amour, de l'amitié, et c'est les seuls domaines qui échappent à l'utilité et qui du coup échappent à la société de la marchandise, à la société capitaliste. C'est un exercice de critique qui, en nous dessinant les contours du désengagement, peut nous montrer que cet engagement que nous faisons presque naturellement, je dirais presque par instinct, auprès de nos parents, de nos compagnons, de nos enfants, de nos amis, pourquoi ne le ferait-on pas dans un premier temps pour une organisation et par extension pour la patrie que cette organisation prétend défendre. Cette injonction au sacrifice s'oppose à l'injonction au plaisir qui conditionne l'imaginaire de la société du spectacle qui est le nôtre. C'est même l'inversion est allée tellement loin que maintenant la culpabilisation qu'on fait peser sur nous, c'est pas celle de ne s'être pas engagé, mais ce serait plutôt la culpabilisation du non-jouir quelque part. Et pourtant c'est plutôt un hédoniste qui vous parle, mais il y a une différence entre un sain hédonisme et l'exhibition de cet hédonisme qui, à son stade ultime, est finalement toute l'esthétique bling bling, c'est-à-dire où regardez, je sais pas, l'esthétique d'un clip de rap, l'exhibition des moyens de dépenses ou des symboles de pouvoir économique ne correspond même pas au plaisir qu'on a à dépenser effectivement. On peut imaginer, parce que voilà, nous sommes tous matérialistes à un certain niveau, qu'on peut éprouver du plaisir à dépenser une somme d'argent pour se procurer un bien. C'est encore une autre chose de brandir le symbole de ça, c'est-à-dire des billets de banque, des dollars par exemple, pour prendre l'exemple de clip, qui en soi ne valent rien si ce n'est manifester
pas uniquement un signe extérieur de richesse, mais un signe, une exhibition d'hédonisme. C'est peut-être que c'est quelque chose de pas si moderne que ça, peut-être que ça remonte à une vieille tradition que les anthropologues connaissent, qui est le potlatch, c'est-à-dire de détruire des biens dont on ne jouit pas, qu'on ne consomme pas, mais les détruire simplement pour montrer son prestige, ce qui est une marque de pouvoir antérieure aux capitalistes. Dans je ne sais plus quel roman, Michel Houellebecq parlait du phénomène des couples démonstratifs. Il remarquait en société qui voyait des couples sans aucune pudeur prendre, on va dire, des privautés dans des groupes sociaux, et une fois réduits à l'obscurité de la rue, se comporter avec la plus grande froideur. C'est lui qui le dit, je ne sais pas comment il fait pour surveiller des couples perdus dans l'obscurité de la rue. C'est sujet à caution, parce qu'évidemment, il a une vision pessimiste des choses. C'est étrange parce qu'on peut imaginer que, par exemple, dans l'attirance amoureuse ou sexuelle, ce qui plaît est la consommation de l'acte ou du lien, et non pas l'exhibition superficielle et spectaculaire de cette consommation. Pour vous dire que le monde capitaliste et le monde qui est le monde du désengagement n'est pas même si c'est joué sur certains instincts, nous plaire et nous tenter, n'est pas une fatalité, parce qu'en réalité, il fait jouer beaucoup de choses qui ne sont pas forcément naturelles. Il dévie notre nature vers des distorsions qui sont vraiment de type névrotique. Alors, être engagé, c'est donc reconnaître le caractère problématique, conflictuel, voire même tragique de la société, du monde, du pays, du quotidien. Et ce qui nuit à cette prise de conscience, c'est quand on le nie par une sorte de refoulement, sous-entendu mettre la tête dans le sable. Il suffit d'aller par exemple sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont sans doute un des supports où cette injonction à l'hédonisme démonstratif, cette injonction on va dire cette culpabilité du non-jouir est le plus manifeste, dans la mesure où même à partir du moment où on part du principe que tout le monde n'est pas absolument heureux, épanoui et souriant tout le temps, pourtant c'est ces images-là qui vont nous être montrées, encore que ça dépend un petit peu, chaque réseau social est un réseau particulier, donc tous vos murs Facebook n'ont pas le même visage en quelque sorte. Quand je jette un œil par-dessus l'ordinateur de ma femme pour voir son réseau social, je vois plutôt des gens avec des lunettes de soleil qui fument des cigares dans des jacuzzis et qui boivent des cocktails devant des paysages des Bahamas. Quand je jette un œil sur le mien, je vois des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'il y a trop d'immigrés, que c'était mieux avant. Alors c'est pas tout à fait, mais je pense malheureusement que la sociologie de mon réseau social n'est pas la plus universelle. Elle vaut peut-être pas mieux d'ailleurs, parce que c'est très français peut-être aussi cette manière de penser qu'en se plaignant, on est révolutionnaire ou contre-révolutionnaire ou qu'on fait avancer les choses. Je vous le dis ça amicalement, moi je suis très francophile, mais je vois bien qu'il y a quand même parfois certaines différences culturelles. Et quand je fais remarquer à un Français qu'il est râleur, et il nous dit mais non, cette râlerie, c'est ça qui a fait, je sais pas, 1848, 1871. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une différence entre la rébellion, la mutinerie, voire la révolution, et le fait et la râlerie qui est très démobilisatrice. Néanmoins, même si je condamne cet état d'esprit, je pense qu'il vaut mieux que l'autre, et je pense que si la révolution ou la contre-révolution arrive, elle viendra plutôt de mon réseau social que de celui de ma femme, pour reprendre cet exemple. Parce qu'il faut commencer par reconnaître le caractère tragique. Vraiment, quand je dis tragique, c'est pour prendre une notion philosophique, on va dire problématique, pour rester dans le domaine politique, conflictuelle, de la situation, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut retrouver un certain sens de la gratuité. Ça demande une discipline, puisque je vous l'ai dit, puisqu'on fonctionne à la carotte et au bâton, on fait beaucoup de choses parce qu'on y est contraint. Cette discipline est en fait de l'autodiscipline. La discipline, c'est ce qui nous est imposé par le haut, par des autorités que tous ici, quand même, en grande partie, nous récusons. Pour reprendre un exemple lié à l'anarchie, Artaud définissait l'anarchiste comme étant celui qui aime tellement l'ordre qu'il n'en supporte pas la caricature. Et je pense que c'est vrai, même si c'est une vision idéale de l'anarchie, mais je pense que c'est vrai, l'anarchiste, c'est celui qui dit « laissez-moi tranquille avec vos flics, vos juges et vos présidents », ou vos rois, parce que je n'en ai pas besoin, je suis assez autonome, je suis un humain qui dont l'état de conscience est assez évolué pour ne pas en avoir besoin. Alors je pense que ce qu'on dit sur l'anarchie, on pourrait dire la même chose de valeurs qui sans doute vous sont chères, comme l'autonomie, l'indépendance, ou même tout simplement la liberté. La question toujours, quand vous faites quelque chose, c'est vous demandez qui t'oblige à faire ça. Et ça, c'est une lutte au quotidien contre ce qu'on pourrait appeler la décivilisation ou la décivilité, parce qu'on voit bien que malgré des lois de plus en plus restrictives et liberticides,
mais peut-être que ce n'est pas ces objets-là qu'elles vivent, mais on remarque des manquements à la civilité ordinaire qui, eux, ne sont pas punis par les lois, dans ce que nous voyons au quotidien, dans les transports publics, dans la rue. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est un souci de l'autre qui a tendance à disparaître et dont l'origine première est évidemment l'individualisme, clairement, qui est un produit de cette société capitaliste. Et avant d'arriver au stade de l'engagement qu'on appelle le militantisme et qui est le vôtre, il y a déjà simplement le fait, mais ça je dis des banalités sans doute pour vous, mais le fait d'entretenir de bons rapports de voisinage et d'avoir à l'égard des inconnus avec lesquels nous vivons dans le même environnement, un rapport, je dirais, de bienveillance par défaut. Je pense qu'on devrait être, disons, bienveillant avec nos amis, hostile avec nos ennemis, et avoir une sorte de bienveillance par défaut pour les autres, ou alors on va dire au mieux d'indifférence bienveillante. L'indifférence n'est pas une hostilité, n'est pas une haine, n'est pas une aversion, et ça implique de s'entraider et de porter secours à quiconque ne s'est pas désigné explicitement comme notre ennemi et notre adversaire. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans une société atomisée où on ne vient même pas au secours, je sais pas, d'une jeune fille qui se fait agresser dans la rue, de quelqu'un qui se fait truander dans le métro. Cette décivilité, pour prendre un gros mot, elle commence comme ça, et le premier niveau de l'engagement, qui n'est même pas politique, mais qui est social au sens le plus simple, devrait être d'intervenir comme ça. On le voit surtout dans les grandes villes. Moi, c'est un peu pour cette raison que je m'apprête à partir à la campagne. Lyon, je connais pas bien, mais je vois très bien que Paris, même si c'est une ville que j'aime beaucoup, n'est pas la ville la plus agréable du monde et que les Parisiens sont pas le peuple le plus sympathique du globe. Et ils ont quelques raisons de l'être. C'est vrai que essayez de demander votre chemin à un Parisien, souvent, avant de comprendre que je veux leur demander leur chemin et non pas leur vendre un abonnement de téléphone mobile ou de leur demander une petite pièce, c'est déjà un signe de recul. Je ne leur en veux pas parce que je comprends bien que je suis la 10e personne à leur demander quelque chose et que souvent il faut s'en méfier parce que c'est un autre plan qui est derrière. Mais c'est un petit peu dommage et c'est difficile sur une base comme ça, qui est liée en plus à notre urbanisme actuel complètement multiculturel, métissé, donc c'est-à-dire où il n'y a pas d'homogénéité, du coup il y a des fractures nettes, ce qui rend beaucoup plus difficile cette horizontalité parce qu'il n'y a plus de références communes, ou presque plus. Donc ça pose vraiment un problème. Cette civilité ordinaire, en plus, elle est considérée comme pathogène par les nouveaux pédagogues, les nouveaux psychologues. On n'élève pas forcément nos enfants dans le bon sens à partir du moment où l'évitement des contraintes est considéré comme le but en soi, où on croit à une espèce de souveraineté absolue du moi, hein, c'est-à-dire, ça c'est vraiment le paradigme de l'enfant gâté qu'on a peur de frustrer à tout prix, ce qui aboutit à la fois à une forme d'autisme et de fragilisation psychologique avec lesquelles, évidemment, l'engagement ne coïncide pas tellement. Il faut viser vraiment cette notion d'autonomie face à un monde qui, au contraire, nous infantilise de plus en plus et essaye de combler ce monde qu'il crée par deux procédés principaux qui sont la judiciarisation des rapports sociaux et leur psychiatrisation. Donc, en gros, l'avocat et le psy. C'est-à-dire... Comment on pourrait dire ? Bah oui, on parle par exemple toujours, nous on le voit depuis l'extérieur, on dit toujours « Ah, les Français, ils ont le trou de la Sécu ». Qu'est-ce que c'est que ce trou de la Sécu ? Alors on nous dit « Bah oui, il y a plein de raisons structurelles, dont les raisons de détail. Il y a aussi le fait qu'il y aurait on nous dit « Ah ben les Français sont hypocondriaques ». Donc ça veut dire, comme c'est pas cher, ils appellent le médecin pour tout. Je sais absolument pas si c'est vrai, moi je suis plutôt dans la défense d'une santé d'État, mais la logique est intéressante parce que dans le rapport à la police, il y a sûrement quelque chose comme ça. J'entendais encore dans le train aujourd'hui des gens qui discutaient de querelles, de voisinage ou de couple et du nombre de fois où ils appelaient la police. Je ne sais pas si ça avait l'air très grave, mais j'ai l'impression que la police, à force d'être sollicitée alors que nous la payons avec nos impôts, ça pose un problème financier, bien sûr, mais ça pose aussi un problème d'autonomie, parce que si la moindre dispute ne peut plus s'arranger sans l'arbitrage, et en plus l'arbitrage de la police, donc toute une institution régalienne notamment, c'est un petit peu inquiétant sur notre capacité à l'autonomie, et il n'y a pas d'engagement possible dans ce cadre-là. Par ailleurs, du côté psy, on ouvre des cellules de soutien psychologique dès qu'il y a un chien écrasé. C'est plus possible, quoi. Ça va dans les deux sens en même temps. Il y a une sensiblerie, on pourrait dire une fragilisation, et en même temps une déshumanisation quasiment cynique par l'individualisme. Je vous prends un exemple. Un jour, il y a 1 an ou 2, je me rends à Genève depuis chez moi, et il se trouve que le train avait presque 30 minutes de retard parce qu'en rase campagne, il y a quelqu'un qui s'est jeté dessous. Il a dû s'arrêter et il a fallu dégager la voie et repartir. Alors là, pas de cellule psychologique, à part sans doute, du moins j'espère, pour le chauffeur. Par contre, pour compenser
pour compenser le temps perdu, on nous offre des cafés gratuits. On a un bon, et puis voilà, vous avez le droit à une consommation dans le wagon-restaurant. Bon, je m'arrête à Genève, j'avais quelque chose à faire, 2 heures après, je reprends le train pour aller à l'aéroport de Genève, qui se trouve à peu près à 10 minutes. Et là, hop, un nouveau suicide. Je vous assure que c'est vrai, 2 en un jour. C'est pas comme ça tous les jours en Suisse, même si bon, mais c'est un peu inquiétant. Et du coup, je me suis retrouvé à la fin de la journée, j'avais peut-être perdu 1 heure, mais j'avais 2 tickets café. Alors, là, on voit bien qu'entre les cellules psychologiques, dès qu'un enfant est effleuré par le vol d'un pigeon, et puis les cafés gratuits parce qu'il ne faut pas louper son vol pour EasyJet, on est dans une société qui ne sait pas forcément faire la part des choses. Et c'est cette dictature des médiateurs pour les querelles entre voisins, les problèmes de couple, de divorce, c'est terrible parce que ces gens-là qui étaient censés être la cellule la plus autonome de la société, le couple, sont ceux qui ensuite ont le plus de besoin de médiation extérieure pour ne pas s'entretuer, ou alors les relations parents-enfants par psychanalyste, par cette médiation-là, c'est assez inquiétant. Il y a un homme qui a très bien analysé ça, qui est un psychologue jungien suisse, hein, je fais un petit peu toujours de lobbying suisse, qui s'appelle Alain Valterio, qui a écrit un livre, j'en profite pour faire un petit peu l'annonce, qui s'appelle Névrose Psy, hein, les effets de la psychologisation sur les mentalités, et qui parle de ce qu'il appelle justement la psyrose, qui est quelque chose qui toucherait notre société et qui se caractériserait par la victimisation constante, la sacralisation de la médiocrité élevée au rang de maladie. Donc on pathologise simplement une tare ou un travers, la prévalence de la loi du plus faible, le dévoiement de la bienveillance en complaisance, la culture de l'excuse permanente, le refus de porter des jugements, et ce qu'il appelle la pédolatrie, c'est-à-dire la vénération de l'enfant comme un éternel martyr. C'est en gros ce qu'en philosophie, chez Nietzsche, on appellerait la morale du ressentiment. Il écrit ceci: « Si l'on en croit la psyrose, l'homme individu est un homme qui se permet d'être faible, de pleurer et de ne pas se mettre à l'épreuve de ses peurs. Il faut avoir le courage de ne plus avoir de courage. La peur n'est plus un défi à relever, elle est une pathologie dont on va se guérir chez le thérapeute. Le mot volonté est devenu tabou, la ténacité, la persévérance, la constance sont des blasphèmes. C'est se faire souffrir inutilement. Tout s'obtient par la miraculeuse régression dans une antériorité, que ce soit une vie antérieure ou une enfance oubliée, ou un quelconque point de résilience qui devrait opérer sa miraculeuse transformation. » Alors là, les termes sont là, les termes épouvantails: courage, défi, volonté, ténacité, constance, persévérance. Ce ne sont plus des vertus comme dans l'éthique romaine dont je vous parlais, mais ce sont au contraire des choses dont on devrait se passer pour avoir une vie un petit peu plus, post-fœtale, régressive. Dans un autre domaine, entre la psychologie et la sociologie, un auteur qui s'appelle Michel Schneider, dans un livre que je vous recommande qui s'appelle Big Mother, sous-titré Psychopathologie de la vie politique, parle quant à lui, je cite, de la psychothérapisation des revendications collectives. Et ça, c'est une manœuvre particulièrement perverse de la part du pouvoir, et on en a vu d'ailleurs quelques exemples encore récemment avec les Gilets jaunes. C'est quand il y a quelque chose qui est objectivement un engagement collectif, politique, qui réclame donc une question, qui réclame des réponses, une revendication qui réclame satisfaction, en le délégitime, en le dépolitisant et en le ramenant à quelque chose de pathologique, c'est-à-dire à la fois d'individuel et à la fois quelque part d'irraisonné et d'injustifié. C'était d'ailleurs le cas, c'était d'ailleurs la technique un peu plus grossière de l'Union soviétique à une certaine époque, notamment sous Brejnev, qui, lorsque des opposants politiques commençaient à parler trop fort, d'abord les réprimait en termes de hooliganisme, ce qui était déjà une manière de dire le hooligan. Au final, après, on disait toujours, quand on avait le mot russe hooligan, tout le monde comprenait que c'était un dissident. Mais à la base, on appelait dissidents hooligan pour faire croire que leur dissidence n'était pas politique, mais relevait finalement de la voyoucratie ou de la délinquance ordinaire. Et ensuite, le stade suivant après le hooligan, c'est l'aliéné, c'est-à-dire celui qu'on n'envoyait pas en prison, mais qu'on envoyait dans des hôpitaux psychiatriques, ce qui n'était pas forcément mieux d'ailleurs, enfin, pas plus agréable. Mais ça relève de la même logique. Les écrivains proches du camp versaillais pendant la Commune ont attaqué les communards de la même manière en laissant entendre qu'ils étaient fous, que c'était tous ivrognes, que quelque chose leur avait monté à la tête. Et on a vu des commentaires sur les Gilets jaunes qui étaient un petit peu pareils. Michel Schneider écrit: par un rabattement des fonctionnements de l'espace privé sur ceux de l'espace public, donc on privatise, on individualise, le conflit entre soi et l'autre, par exemple entre deux classes ou bien entre un peuple et un gouvernement, est dénié à mesure qu'est valorisé le conflit entre soi et soi-même.
La lutte des classes relève désormais de la pathologie mentale. La souffrance sociale se traite par une médicalisation chimique. La privatisation du conflit collectif en crise personnelle est l'une des grandes réussites de l'idéologie dominante. Et donc voilà, le gouvernement combat l'opposition en la dépolitisant. Le contre-modèle de l'homme aliéné, de l'homme dépendant, c'est donc l'homme engagé. Et quand je dis qu'il est aliéné, dépendant, il l'est dans tous les sens du terme. On a parlé du problème du consumérisme, du problème de la société du spectacle, mais parfois il est réellement aliéné physiquement si on le médicalise, pas pour le faire taire parce qu'on le fait passer, parce qu'on n'est pas sous Brejnev quand même, mais parce que réellement il est shooté à quelque chose, drogué à quelque chose. Et je pense que la figure du toxicomane, bien malheureusement, est celle qui est la moins souveraine, et l'individu le moins souverain, donc le moins apte à s'engager dans une lutte collective. Mais cette dépendance, elle n'est pas forcément directement physiologique. Si vous êtes elle est peut-être financière. Si vous êtes dépendant à des microcrédits, eh bien la banque ou votre prêteur vous tient par là où il vaut mieux pas bouger. Et du coup, évidemment, c'est pas dans cette position-là que vous deviendrez un leader révolutionnaire, puisqu'on vous tient, vous ne pouvez pas le faire. Les toxicomanes, c'est malheureusement exactement comme ça. J'y pensais il y a quelques jours, parce que je me rends souvent dans le Jura, donc le Jura suisse, qui est une des plus belles régions de mon pays, que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la campagne, mais qui malheureusement est aussi une des régions les plus pauvres, où il y a le moins de travail, et où malheureusement il y a beaucoup de toxicomanie, et il suffit de prendre les transports publics pour écouter leurs conversations. Pour être édifié, pendant 1 heure, j'ai écouté 2 types en train de comparer la topologie de leurs médications respectives. C'est-à-dire, si j'avais pas connu les noms dont ils parlaient, colmisocol, je voudrais dire, ils auraient pu parler de gastronomie ou d'œnologie, ça aurait été pareil. Il y avait presque la même petite étincelle dans ah oui, mais alors ça, c'est la codéine avec un petit peu... Alors, bon, évidemment, d'une part, c'est très malsain. D'autre part, ça devient un sujet de discussion. Ça les sollicite comme auparavant, sans doute. Disons, auparavant, ils avaient les mêmes sujets de discussion sur la qualité de la bœuf, hein, ceux qui veulent, voilà. Et ça détourne de l'engagement et ça le rend impossible parce qu'évidemment, en cas d'effondrement, par exemple, ben malheureusement, je donne pas longtemps à ces gens pour vivre sans cette médication, que le rassure une assistance qui en tire ses propres bénéfices. Cette normalisation de la médication, de la médicamentation, pardon, c'est ce régime thérapeutique. Rousseau disait dans son traité d'éducation, l'Émile, une phrase qui pourrait paraître violente, mais il faut la recontextualiser. Dans son premier chapitre, il parle des différents enfants. Il dit voilà, j'ai envie d'élever un garçon depuis sa naissance jusqu'à 25 ans, mais il dit malheureusement, je ne pourrais pas, même si vous m'appelez comme précepteur, je ne pourrais pas élever un enfant handicapé ou malade, parce que je ne peux pas apprendre à vivre à qui ne parvient qu'à survivre. C'est très cruel comme c'est dit, mais il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas un jugement de valeur ou de mépris, c'est simplement l'idée de partir que l'indépendance, l'autonomie, aussi belle et souhaitable soit-elle, est malheureusement impossible à certaines personnes que la nature n'a pas rendu apte à ça, ou alors qui eux-mêmes se sont rendus inaptes par de mauvais choix. À partir du moment où vous êtes des adultes en bonne santé, tâchez de le rester et tâchez de ne pas vous mettre dans des situations de dépendance, quelles qu'elles soient. Parce qu'évidemment, il faut être au clair avec soi-même pour pouvoir s'occuper des affaires communes, donc être un adulte bien charpenté psychiquement. Sinon, on tombe dans l'escroquerie de ce qu'on appelle la révolution intérieure, c'est-à-dire il faut d'abord faire la révolution en soi pour pouvoir la faire dans la société. Le problème, c'est une escroquerie parce que ce stade-là n'arrive jamais, on le projette toujours à demain. C'était un petit peu l'idéologie l'idéologie hippie qui ne pouvait déboucher sur rien puisqu'elle ne s'est jamais changée en engagement collectif, c'est-à-dire en engagement tout court. On le voit dans les ventes en librairie. C'est assez genré d'ailleurs parce que sans vouloir faire de réduction sexiste, en général, l'attention masculine se tourne davantage vers l'extérieur et l'attention féminine vers l'intériorité, les questions de psychologie, voire de spiritualité. Je ne fais pas de jugement de valeur en disant ça. C'est pas une réalité biologique, c'est une réalité de genre, mais c'est une réalité de genre extrêmement vieille, déterminée par une anthropologie plurimillénaire. Donc, faut compter, c'est de l'épigénétique, comme on dit. C'est tellement vieux que l'histoire devient du génétique. On le voit dans les succès de librairie, les essais politiques ou les livres d'histoire ont beaucoup de succès chez les hommes. C'est plutôt la littérature de développement personnel, de self-help, qui a plus de succès chez les femmes,
de psychologie positive, dont il faut parfois aussi se méfier parce que ça pousse aussi à ce désengagement. Deux auteurs, Edgar Cabanas et Eva Illouz, ont parlé à ce propos des hypochondriaques, ceux qui recherchent toujours le bonheur à travers des marchandises émotionnelles que les théoriciens anglophones appellent les emodities, c'est-à-dire il y a le mot émotion et commodities. Il y a même une application, par exemple, je l'ai vérifié, elle existe, qui s'appelle Happify, qui vous permet de réguler en temps réel votre état émotionnel en travaillant sur vos pensées positives pour seulement 11,99 $ par mois. Donc évidemment, quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de défiler dans la rue avec les gilets jaunes. On ne peut pas difficilement faire les deux. Ça fait pas cher pour le bonheur, mais ça change pas la société. Et ces deux auteurs dont je vous parlais ont théorisé une notion qu'ils appellent le citoyen, citizen en anglais, qui en soi un terme contradictoire, parce que si le psyché est le retour vers soi-même, vers son individualité, le citoyen est le membre de la cité, donc de l'ensemble. Le citoyen vise uniquement son épanouissement personnel au moyen de l'auto-management émotionnel, c'est comme ça qu'on le dit dans les ouvrages de psychologie positive. C'est donc une forme de coaching auquel il faut opposer plutôt un management, j'aime pas beaucoup ce mot, mais communautaire. C'était le thème de la conférence que j'avais donnée ici il y a 2 ans qui s'appelait « L'heure de sortir du ghetto ». Donc, cette recherche du bonheur, il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Cette impasse, et la source est unique, c'est toujours cette impasse libérale. On a l'impression qu'on n'est pas engagé en société, quand quelque chose ne nous concerne pas directement. On en a beaucoup parlé il y a quelques années au moment du mariage pour tous. Dès qu'on émettait une opposition, on nous répondait « Est-ce que vous êtes homosexuel ?» Et si vous répondiez « Non », on va dire « Ah ben alors, ça ne vous concerne pas, laissez-les faire ce qu'ils veulent. » Alors, si on n'y réfléchit pas, ça paraît du bon sens. Mais, alors, pour vous dire... Non, alors, c'est-à-dire, tout ce qui arrive dans une société nous concerne aussi, même si ça ne nous touche pas individuellement. Et puisqu'il faut terminer rapidement... Je vous dirais qu'il faut éviter les engagements de façade, que ce que j'ai pu voir la dernière fois que je suis venu au camp Maxime Réal d'Elsart, c'est beaucoup de convivialité et que cette lutte contre la décivilité dont je vous parlais, elle commence aussi par le lien, la fraternité, la camaraderie entre vous, qu'il faudrait pouvoir aussi étendre à l'ensemble de la société que vous souhaitez défendre. J'ai beaucoup apprécié ça, et les chants, j'espère en entendre encore ce soir, faire contre société, c'est ce qu'essayent aussi de faire nos interlocuteurs italiens dont je vous parlais, pour pouvoir atteindre cette indépendance qui permet d'aller à l'engagement, terme dont je n'ai pas eu le temps de traiter, mais c'est pas grave, vous avez compris le fond de ma pensée, il faut pouvoir se désintoxiquer de toutes ces dépendances qui nous individualisent et nous atomisent. Et donc je finirai avec une citation d'un de mes compatriotes qui est Denis de Rougemont, qui écrivait « La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « Que puis-je faire ?» Merci de votre attention. Désolé.